Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. C'est officiel. Joe Biden est le candidat des démocrates à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Les 4750 délégués n'étaient pas présents sous le même toit, mais en duplex afin de voter en direct pour celui qui devra faire face à Donald Trump. Joe Biden a célébré son nouveau statut de candidat démocrate avec sa femme et ses petits-enfants dans la bibliothèque d'une école du Delaware dans son état d'origine. L'ancien vice-président des États-Unis âgé de 77 ans doit accepter formellement cette nomination demain jeudi lors du discours de clôture de la convention démocrate. Si Joe Biden est en joie de l'autre côté, il est en difficulté dans les sondages. Donald Trump multiplie les attaques frontales contre le camp adverse. C'est à 130 km du milieu où devait avoir lieu la convention démocrate que le président américain a choisi de répondre aux attaques. Ce sera un nouveau Venezuela, a-t-il lancé lundi sur le tarmac de l'aéroport de Oshkosh devant quelques centaines de partisans. Dans 78 jours, nous allons arrêter la gauche radicale, nous allons gagner l'État du Wisconsin et nous allons gagner 4 ans de plus. On rappelle, en 2016, Donald Trump avait remporté cet État d'une courte avance à la surprise générale. C'est l'élection la plus dangereuse que nous ayons jamais eue, a-t-il ajouté, en estimant que les démocrates véhiculaient une idéologie similaire à celle du Venezuela. Ce sera un Venezuela à très grande échelle s'il gagne, alors que les démocrates misent sur une campagne virtuelle à cause de la pandémie de coronavirus. Donald Trump multiplie les déplacements pour tancer son adversaire. Dernière polémique en date, celle du vote par correspondance qui pourrait favoriser les démocrates. Donald Trump y est fermement opposé, estimant qu'il peut entraîner des fraudes. Au Liban, la statue de l'ancien premier ministre Rafik Hariri a résisté à l'explosion qui a dévasté Beyrouth. Tout en symbole quand on sait que son assassinat a changé le visage de la politique libanaise, la scindant en deux grandes factions, l'une pro-occidentale, l'autre influencée par l'Iran et la Syrie. Il y a 15 années, en février 2005, un kamikaze fait sauter une camionnette remplie d'explosifs au passage du convoi blindé de Rafik Hariri. Au total, 22 personnes tuées et plus de 200 blessés. Politicien sunnite, Rafik Hariri était tourné vers l'Occident à l'inverse du Hezbollah soutenu par Téhéran. Tous les accusés jugés par coutumance par le tribunal spécial pour le Liban étaient des membres présumés du mouvement chiite. La mort de Rafik Hariri, dans laquelle 4 généraux libanais pro-syriens avait été dans un premier temps accusé d'être impliqué, avait déclenché à l'époque une vague de manifestations entraînant le retrait des troupes syriennes après près de 30 années de présence au Liban. Le Hezbollah, allié du régime syrien et de l'Iran, a toujours nié une quelconque responsabilité et ne reconnaît pas le tribunal spécial. Hassan Nasrallah, le chef du parti de Dieu, dénonce dans l'attentat de 2005 un complot israélien destiné à torpiller le Hezbollah. Ce jugement arrive dans un Liban déjà en pleine tourmente après l'explosion du port de Beyrouth il y a 15 jours et des mois de très grave crise économique. Hier mardi, le tribunal spécial pour le Liban basé à La Haye aux Pays-Bas a observé 1 minute de silence pour les victimes de l'explosion du 4 août dernier. Ils avaient aussi reporté la lecture du verdict. Elle était initialement prévue le 7 août, 3 jours après la catastrophe. Ce report avait été décidé par respect pour les 177 morts et plus de 6500 blessés dans l'explosion. Au Bélarus, bien qu'il le fasse quotidiennement depuis plusieurs semaines, hier mardi, des manifestants n'ont pas crié à Alexander Loukachenko de partir, mais ont entonné un joyeux anniversaire à son opposant. Devant le centre de détention numéro 1 de Minsk,
C'est ici même que l'époux de Svetlana Tikhanovskaya est emprisonné depuis le 29 mai dernier. Les manifestants ont ensuite rejoint le mouvement de contestation qui dure depuis 10 jours et les ouvriers d'usine en grève. Depuis la Lituanie où elle s'est réfugiée, Svetlana Tikhanovskaya a dénoncé les accusations visant son mari comme fabriqué de toutes pièces afin qu'il se taise et ne participe pas à la campagne électorale. Depuis l'élection contestée du 9 août et qu'il a reconduit à la tête du pays avec 80% des voix, Loukachenko fait face à des manifestations quotidiennes et un mouvement de grève touchant plusieurs industries vitales à l'économie du pays. Il accuse l'opposition de vouloir usurper le pouvoir. Le président bélarusse bénéficie du soutien de Moscou. Ce mardi, les dirigeants européens ont appelé Vladimir Poutine à faire pression sur Loukachenko pour favoriser un dialogue avec l'opposition. Alors que le Bélarus doit faire l'objet ce mercredi d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne avec à la clé une extension des sanctions déjà décidées la semaine dernière après la violente répression des manifestants. Et en santé, comment empêcher un rebond de l'épidémie de coronavirus? La question taraude de plusieurs pays européens. Parmi les mesures adoptées, la généralisation du port de masque ou encore les tests de dépistage. Dans de nombreuses villes françaises, les autorités locales imposent désormais le port du masque dans certaines rues ou certains quartiers à forte influence. Des CRS ont été envoyés en renfort à Marseille pour faire respecter cette mesure. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Le gouvernement envisage par ailleurs d'étendre le port du masque dans les entreprises. En Espagne ou comme en France, le nombre quotidien de contaminations repart à la hausse. Les autorités sanitaires multiplient les tests de dépistage aléatoires. Le ministre italien de la Santé a par ailleurs décidé de rendre obligatoire le port du masque entre 18 et 6 heures du matin dans plusieurs lieux publics et d'ordonner aussi la fermeture de certaines boîtes de nuit. À ce jour, plus de 21 millions de personnes dans le monde ont été contaminées par le coronavirus depuis le mois de décembre et près de 766 000 en sont mortes. En nombre de décès, les États-Unis sont le pays le plus touché devant le Brésil, le Mexique et l'Inde. De nombreux chercheurs à travers le monde penchent sur la mise au point d'un vaccin destiné à combattre le virus. La Russie annonçait avoir commencé une nouvelle phase d'essais cliniques sans donner beaucoup plus de précision. De son côté, les autorités chinoises disent avoir accordé le premier brevet d'invention à un vaccin mis au point par Pékin. Pour clôturer cette édition, cette semaine marque la fin d'une époque dans le comté du Durham en Angleterre. La mine de charbon de Bradley, l'une des dernières du pays, a fermé ses portes après 200 ans d'existence. Plusieurs dizaines de mineurs se retrouvent désormais sans emploi. L'industrie du charbon est en déclin depuis plusieurs décennies au Royaume-Uni. Aujourd'hui, seuls 5% de la production d'électricité du pays provient des centrales à charbon contre 40% il y a 10 ans. Le Royaume-Uni s'est engagé à se passer complètement du charbon. Le Royaume-Uni s'est engagé à se passer complètement du charbon pour son électricité dès 2025 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Plusieurs mines de charbon restent toutefois en activité, principalement en Écosse et dans le pays de Galles, et plusieurs projets de construction sont en cours, notamment pour la production d'acier. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de GBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15 h. Au revoir.